bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie Binet, je suis dirigeante de la CGT où je m'occupe des droits des femmes et je suis également co-secrétaire générale de la CGT des cadres et professions intermédiaires, l'UGICT CGT. Sony, peut-être? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sonny Perseil. Je suis ici avant tout comme époux d'une assistante maternelle, ce qui m'a permis de travailler en tant que chercheur sur cette profession. Et je suis donc à titre principal chercheur au Conservatoire national des arts et métiers dans un de ses laboratoires qui est le LIRSA, laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action. Et Rachel? Donc, bonjour, Rachel Ruland. Je suis une ancienne assistante maternelle et je suis donc secrétaire générale de mon syndicat départemental au sein de la CGT. Merci. Eh bien, Stéphane, bonjour. je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Désolé, j'ai eu un petit problème technique, donc il a fallu que je me reconnecte, mais je vois que vous vous êtes présenté. Je vous en remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire qui intervient à un moment particulier, mais on vous en parlera tout à l'heure avec Rachel. Je vais commencer par laisser la parole à Sonny Perseil, donc co-auteur de l'ouvrage Le scandale des assistantes maternelles. Sonny, nous nous étions rencontrés il y a 5 ans, je crois. On avait eu un entretien sur notre perception des difficultés de cette profession. Et puis, j'ai eu le plaisir de lire le livre que tu m'as gentiment envoyé d'ailleurs, qui m'a fait l'effet d'une grande claque, dans le bon sens du terme. Donc du coup, je te laisse présenter un peu les travaux, dans quel contexte ils ont été menés, et puis peut-être les premiers constats auxquels vous vous êtes livrés. Alors, j'espère que cette claque n'a pas été trop douloureuse. Il s'agissait en fait de partir d'un sentiment d'injustice. Je crois que ce webinaire est consacré finalement à la Journée internationale des femmes, qui aura lieu le 8 mars, un peu en avance. Mais c'est cette injustice que subissent les assistantes maternelles, qui sont quasi exclusivement des femmes, à plus de 99%, et dont le métier est censé d'ailleurs aussi s'adresser à des femmes par leur appellation qui est celle d'assistante maternelle, comme si les parents hommes n'étaient pas concernés par l'affaire. Cette injustice, c'est une absence de reconnaissance de la profession, avec des conditions de travail discriminatoires par rapport aux principes généraux du droit du travail, et notamment sur des points extrêmement importants comme le salaire minimum, le principe du salaire minimum, la durée légale du temps de travail et la médecine du travail. Mais sur d'autres points aussi, la situation a de quoi indigner. Et si on cherche finalement les raisons de cette discrimination et de ce statut tout à fait particulier, on se rend compte qu'il est lié surtout au fait que les assistantes maternelles dépendent encore aujourd'hui pour une grande part du code de l'action sociale et des familles, et non pas des principes généraux du code du travail. Et puisque l'on est aujourd'hui réunis autour finalement de la Journée internationale de la femme, des droits des femmes, on peut croire que cette dérogation, elle est liée à leurs conditions de femmes. Comme je le disais, elles sont quasi exclusivement des femmes, elles sont censées s'adresser exclusivement par leur appellation à des femmes, et en fait, on se comporte comme si il ne s'agissait pas d'un vrai travail, qu'elles étaient mères, donc disposées à avoir cette occupation. Et donc, pourquoi s'occuper d'elles dans le cadre du Code du travail? Pourquoi s'occuper d'elles dans le cadre d'une profession bien établie? Donc, nous avons relevé toute une série d'éléments qui montrent cette discrimination.
Je parlais tout à l'heure du salaire minimum. Effectivement, beaucoup d'assistantes maternelles arrivent à s'en sortir parce qu'elles gardent 2 ou 3 enfants et donc arrivent à dépasser un niveau de salaire indécent. Mais celles qui n'ont qu'un enfant sont dans une grande précarité. Et même celles qui ont plusieurs enfants, mais pas à temps plein, sont dans une grande précarité. Nous disions tout à l'heure au début de cette réunion qu'il était compliqué pour les assistantes maternelles peut-être de venir un samedi matin. Il est vrai que quand on travaille 10 heures par jour, 5 jours par semaine, le week-end est un temps de repos extrêmement important. Et quand on pense que c'est souvent le week-end et surtout le samedi qu'il y a des jours de formation professionnelle, ça fait vraiment beaucoup de temps de travail. Et quand je parlais tout à l'heure des heures d'accueil qui peuvent être d'une durée de 10 heures par jour, il faut bien comprendre aussi que les assistantes maternelles, et celles qui sont présentes aujourd'hui le confirmeront, travaillent aussi en dehors des heures d'accueil pour préparer leur logement à l'accueil des enfants, qu'elles peuvent être aussi dérangées en dehors des heures d'accueil par des parents qui leur signalent tel ou tel souci. Donc, ça fait une durée de travail encore plus importante. Et ce qui nous a vraiment profondément choqué aussi dans cette recherche, c'est le fait que nous avons rencontré beaucoup d'assistantes maternelles abîmées. Nous n'en avons rencontré aucune qui était complètement sereine. Beaucoup ont subi des maladies professionnelles non reconnues. Le fait de s'occuper de bébés, de les soulever toute la journée, provoque un certain nombre de troubles physiques. Le fait également d'être soumis et soumises, puisque ce sont des femmes à un niveau sonore extrêmement important toute la journée du fait des cris des bébés, provoque des troubles de l'audition, sans parler de dépression, de burn-out, du fait des tensions extrêmement dures qui peuvent exister. Et à propos de ces tensions, c'est aussi un des paradoxes que nous avons relevés, c'est que les pouvoirs publics sont de plus en plus exigeants par rapport aux assistantes maternelles. On ne reconnaît pas leur profession véritablement en tant que telle, en la rattachant au Code du travail, mais en même temps, on la contrôle de plus en plus et on exige des compétences extrêmement développées. Il ne s'agit plus simplement de nourrir l'enfant, mais aussi, on le voit de plus en plus, de le soigner, de l'éduquer, et avec un contrôle des puéricultrices notamment, qui peut être assez sévère et provoquer, contribuer à un burn-out, à des tensions extrêmement fortes. Et dans ce système de contrôle et d'évaluation, qui est déterminant, puisqu'il s'agit notamment d'attribuer l'agrément, on constate que les assistantes maternelles ne sont pas du tout impliquées. C'est toujours un contrôle qui vient de l'extérieur, comme si les compétences, pourtant de plus en plus développées, des assistantes maternelles qui sont expérimentées ne valaient rien, ne devaient pas être prises en compte. Donc, peut-être je ne vais pas monopoliser la parole et être exhaustif sur tous les points que nous avons relevés dans notre enquête, mais donc je reste à disposition des personnes qui sont présentes aujourd'hui dans ce webinaire pour revenir sur éventuellement certains points. En conclusion, je dirais que nous étions indignés au départ de cette recherche et nous l'avons été jusqu'au bout. La finalisation de cette recherche a été la publication de ce livre pendant la crise sanitaire, à l'issue du premier confinement. Et il est vrai que cette période de crise sanitaire a été très importante dans la mobilisation des assistantes maternelles. Certaines ont jeté l'éponge
pendant le premier confinement parce qu'elles avaient l'impression d'être complètement négligées, isolées et une fois de plus un peu humiliées par l'attitude des pouvoirs publics qui exigeaient encore plus et donnaient encore moins. C'était quand même là aussi paradoxal et c'est un peu le sens général du statut qu'elles subissent. Toujours demander plus de compétences, de disponibilité et pas forcément leur donner davantage de droits. Mais nous sommes dans un cadre syndical et bien souvent, quand le pouvoir abuse, eh bien, ça provoque des réactions qui sont salutaires. Et ce que l'on a constaté, je finirai par cet aspect plus optimiste, c'est que à l'issue donc de ces mobilisations pendant la crise sanitaire, un certain nombre d'initiatives ont eu lieu, d'initiatives politiques ont eu lieu. Il y a une proposition, alors qui reste proposition de loi sur les métiers du lien, qui a été notamment initiée par les députés François Ruffin et Bruno Bonnell. Alors pour le moment, ce sont de petites avancées et elles ne sont pas encore concrétisées. Il y a eu d'autres éléments avancés dans la réforme, et puis surtout, peut-être que tu nous en parleras dans le détail. Donc, on comprend qu'actuellement, une nouvelle convention collective est quasiment finalisée qui va faire avancer les choses. Donc, je crois qu'on est dans un moment très intéressant et il faut garder espoir et être optimiste à un moment de lutte et d'avancée des droits. Merci Sony. Alors c'est bien effectivement de rester optimiste. On va vous en dire un peu plus tout à l'heure avec Rachel. On partage bien sûr les constats qui ont été faits, notamment en matière de temps de travail, puisque il y a une différence entre le temps d'accueil et le temps de travail, et ça a été particulièrement exacerbé par la crise sanitaire, puisque pour respecter les consignes sanitaires, les assistantes maternelles ont dû se lever plus tôt pour désinfecter, finir plus tard pour redésinfecter, nettoyer. Enfin, on avait des niveaux d'exigence extrêmement importants pour des professionnels qui n'ont eu ni prime, ni aide particulière pour acheter les masques, les produits désinfectants, etc., etc. Et puis surtout des professionnels qu'on a continué à laisser travailler à un moment qu'on a connu dans bien d'autres professions, malheureusement un moment où il n'y avait pas de masque et aucune protection. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Tu soulevais également les problèmes de santé au travail qui sont récurrents dans ce secteur, alors, qui dépasse un peu celui des assistants maternels, mais quand même, on a un taux de maladie professionnelle, d'accidents du travail qui explose, là où partout ailleurs, ça recule. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté qui est aussi certainement étroitement liée au fait qu'on n'a pas du tout la même perception de la pénibilité quand on travaille isolé que quand on travaille collectivement. Donc c'est quelque chose de très inquiétant. À l'époque où on s'était rencontrés, il y a déjà plus de 5 ans, on avait échangé autour de la mise en place d'un dispositif de santé au travail. On y reviendra tout à l'heure, les choses avancent, alors pas assez vite à notre goût, mais elles avancent quand même dans ce sens. Et puis, dans ton intervention, il y a quelque chose alors, qui fait hurler les assistantes maternelles, et puis nous aussi, puisqu'on est appelé à intervenir dans ce domaine, c'est effectivement les rapports que les assistantes maternelles ont avec les PMI. Les PMI qui très souvent les convoquent devant ce qu'on appelle la CCPD, Commission consultative paritaire départementale, qui peut prendre la décision de supprimer ou de restreindre leur agrément. C'est très problématique, et pour accompagner des assistantes maternelles qui sont confrontées à ces procédures disciplinaires, oulala, c'est pas un moment très agréable. Les droits de la défense sont plus que minimes. Et dans ton ouvrage, Sony, tu parles justement un petit peu de ce rapport très déséquilibré entre ceux qui notent, qui sanctionnent, et puis des assistantes maternelles qui subissent. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui, dans la plupart des professions, ce sont les pairs, les collègues, les personnes qui ont la même profession qui sont amenés à évaluer les collègues. Ici,
il y a une extériorité totale. Il y a des personnes, des professionnels de la petite enfance que l'on pourrait appeler des cadres de la petite enfance auprès des PMI, du conseil départemental, qui ont, contrairement aux assistantes maternelles, souvent une formation universitaire. Je ne veux pas faire pompeux et sociologique, mais donc un capital culturel, on va dire, et qui s'adresse aux assistantes maternelles parfois de façon assez désagréable, comme s'il existait d'ailleurs un lien hiérarchique qui n'existe pas. Les seuls employeurs des assistantes maternelles, ce sont les parents. En aucun cas, les puéricultrices des PMI qui les contrôlent. Et, et donc, les assistantes maternelles n'interviennent pas du tout dans leur propre processus d'évaluation. Il y a là quand même quelque chose de révoltant, parce que souvent, elles sont évaluées par des personnes qui n'ont qu'une connaissance assez théorique, finalement, de leur métier. Souvent des personnes beaucoup plus jeunes, qui viennent à leur domicile. Vraiment, c'est l'inspection des travaux finis. Ça va, ça va pas. Et ce que l'on a remarqué, c'est que ce contrôle était à ce point dur que souvent, c'était une des principales causes de stress au travail. Évidemment, il y a d'autres causes de stress au travail, le travail quotidien avec des enfants plus ou moins difficiles, les contacts avec les parents qui, la plupart du temps, ne sont employeurs qu'une seule fois dans leur vie au moment où ils emploient une assistante maternelle et qui n'ont pas donc le professionnalisme attendu d'un employeur, et notamment sur des aspects très concrets comme la paye, les congés. Et donc, très souvent, ce sont les assistantes maternelles qui doivent, en tant qu'employés, faire la leçon à leur employeur pour leur expliquer quelles sont les démarches à faire et dans les délais. Et donc, cela occasionne du stress au travail, mais les moments que l'on a observés, peut-être les plus tendus, c'est avec ces visites qui sont souvent des visites surprises. Et quand dans un quartier, il y a une puéricultrice qui est connue, les assistantes maternelles en parlent et le stress monte. Et cela me permet de répondre à Marie Vilaine, ou Vilien, je ne voudrais pas écorcher le nom, qui a posé une question sur le chat et qui demande s'il existe des études sur les impacts psychologiques du métier d'assistante maternelle sur les membres de sa propre famille. À ma connaissance, il n'y a pas d'études dédiées complètement sur ce sujet. Il y a d'autres études sur les assistantes maternelles, dont la nôtre d'ailleurs, qui révèlent que non seulement effectivement l'assistante maternelle est impactée par ce stress, mais également sa famille, son conjoint, je suis bien placé pour le savoir, ses enfants, puisque c'est tout le foyer de l'assistante maternelle, c'est là un petit peu la particularité aussi de ce métier, qui est mis à contribution et qui est inspecté. Il ne faut pas que le conjoint soit trop envahissant, trop présent, ni les propres enfants de l'assistante maternelle. Et donc, c'est tout le foyer qui est mis à disposition de l'employeur, de la garde d'enfants, et qui est aussi objet d'inspection par les puéricultrices. De façon directe ou moins explicite. Mais donc, c'est un vrai souci. Et nous avons essayé quand même d'être constructifs dans cette recherche et de proposer à l'issue de chaque chapitre des éléments de réflexion. Et là, l'élément de bon sens que l'on a suggéré, c'était évidemment de ne pas supprimer le contrôle ou toute forme d'évaluation, car c'est fondamental. Le rôle joué dans notre société par les assistantes maternelles est extrêmement important et il faut évidemment garantir la sécurité des enfants qui sont gardés. Et donc, il faut qu'il y ait des formes de contrôle, mais qu'à ces formes de contrôle, eh bien, elles soient associées
que alors elles soient élues, qu'elles soient désignées, qu'elles soient candidates en fonction de leur expérience. On peut réfléchir, et là, toi, en tant que syndicaliste, tu peux aussi penser à avoir, et tous ceux qui sont réunis ici, quelles seraient les formes d'implication des assistantes maternelles dans leur propre évaluation et contrôle, mais quelle que soit la forme, cela nous semble incontournable qu'elles participent davantage à leur propre évaluation. Effectivement, c'est quelque chose qui nous a vivement intéressés dans ton ouvrage, c'est cette espèce d'auto-évaluation par des pairs qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les commissions paritaires départementales ont bien des représentants des assistants maternels, mais très souvent elles sont condamnées au silence. J'ai quelques camarades des Landes là, qui pourront confirmer que c'est pas simple d'intervenir au sein de ces CCPD. Moi-même qui accompagne des assistantes maternelles, je me suis retrouvé dans des commissions où on a essayé de m'empêcher de parler. C'est-à-dire que j'étais là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, voilà, mais j'avais pas la voix au chapitre, ce qui est quand même un comble, et qui montre bien qu'effectivement, au-delà du problème des visites domiciliaires dont tu décrivais les dégâts, on a un vrai problème de droit de la défense dans ce secteur. Alors bien sûr, la protection des enfants est une question centrale et on ne la nie absolument pas, bien évidemment, mais il faudrait quand même qu'il y ait un certain équilibre et vraiment, c'est un moment très compliqué qui se finit par des larmes, par des assistantes maternelles qui quittent la profession. Et puis surtout, ce qui nous a frappé, c'est quand même qu'il y a a priori un ministère de tutelle qui devrait assurer une certaine homogénéité de l'application des règles sur le territoire. Et on voit en fin de compte que, alors sous couvert de la décentralisation, chaque PMI dans son département impose ses propres règles, ce qui est tout à fait insupportable pour les assistantes maternelles qui ne comprennent pas. Il y a un référentiel national qui cadre un petit peu les choses et en fin de compte, chaque département fait à sa sauce. Et du coup, cette absence de repères trouble un peu les choses. Là-dessus, Sony, tu as été confronté à cette difficulté aussi? Alors, je dois avouer que nous avons travaillé essentiellement en Île-de-France. On a eu quelques retours d'autres régions, mais les cas que l'on connaît se situent principalement en région parisienne. Donc, j'aurais du mal à apporter des éléments de discrimination territoriale, si ce n'est que, pour le coup, c'est une habitude française. Effectivement, tout est très centralisé, mais quand on travaille sur un certain nombre d'autres domaines où le droit national est censé s'appliquer de façon uniforme partout sur le territoire, on a de grosses surprises en fonction des politiques locales. Le droit peut être appliqué de façon extrêmement différenciée. Cela n'a absolument rien à voir avec notre sujet aujourd'hui, mais j'ai travaillé avant sur des problématiques très différentes, donc comme la drogue et la prostitution, et la pratique des autorités est complètement différente selon les régions, et on peut avoir une impression là aussi d'inégalité des citoyens devant la loi. Une dernière question avant de passer la parole à Sophie Binet. Il y a un paragraphe qui est assez dur sur les discriminations à l'embauche que subissent les assistantes maternelles. Alors, des discriminations malheureusement qui existent dans tous les métiers, mais qui sont peut-être un peu mieux combattues dans d'autres métiers que celui-là. Moi, j'ai été impressionné par ce passage du bouquin. Je te laisse nous en parler un petit peu de ces discriminations à l'embauche. Alors, pour être honnête, c'est sans doute le chapitre qui a été le plus délicat à rédiger, parce que souvent, en termes de discrimination autre qu'une discrimination institutionnalisée, qui est comme celle que nous avons démontrée, qui touche l'ensemble de la profession et
relativement facile à prouver, et c'est ce que l'on a fait tout au long de cette recherche. Les discriminations à l'embauche, elles, sont toujours plus difficiles à démontrer. L'employeur, que ce soit pour des assistantes maternelles ou pour d'autres professions, peut toujours dire « Ah, mais la personne ne fait pas l'affaire, elle n'a pas les compétences », ou tout simplement ne rien dire. J'ai vu plusieurs candidats et j'ai choisi le meilleur ou la personne qui me semblait la plus appropriée pour conduire les missions que je proposais. Ce que nous avons observé pour les assistantes maternelles, c'est que beaucoup, alors il n'y a pas de statistiques ethniques, heureusement, mais beaucoup sont d'origine étrangère. Il y a beaucoup, surtout là où nous avons travaillé, en région parisienne, et plus particulièrement dans certaines communes des Hauts-de-Seine, il y a beaucoup d'assistantes maternelles d'origine africaine et d'autres qui sont de confession musulmane. Nous avons eu un certain nombre de cas d'écho où des assistantes maternelles ont très nettement eu l'impression de ne pas avoir été choisies pour des motifs ethniques et religieux, parce qu'elles étaient noires, alors que leur prénom, leur nom de famille laissait à penser qu'elles seraient de parfaites, entre guillemets, avec beaucoup d'ironie française. Ou alors parce qu'elles étaient de confession musulmane, parfois voilées, parfois non voilées, mais avec des signes qui, lors de la visite par les parents de leur domicile, ne laissaient aucun doute sur leur confession. Nous avons recoupé ces quelques témoignages recueillis avec des études qui ont été faites et qui ont bien montré qu'effectivement, un certain nombre d'assistantes maternelles ne sont pas recrutées en raison de leur couleur de peau ou de leur confession comme motifs les plus récurrents de ces discriminations à l'embauche. C'est très compliqué à démontrer. Il faudrait pour cela mener une enquête sur chaque cas, savoir quelles sont les candidates que les parents employeurs ont rencontrés, pour quel choix pour quelles raisons ces parents employeurs ont décidé d'écarter telle ou telle personne. Et cela étant dit, on ne peut pas rester sur ce constat d'impuissance. Donc là aussi, nous avons essayé modestement d'émettre quelques propositions. Tout d'abord, il faudrait qu'il y ait une action publique de sensibilisation. Pour d'autres secteurs, les pouvoirs publics interviennent en disant les discriminations, c'est interdit, les discriminations à l'embauche, c'est interdit. Et là, on n'a aucune action de communication qui vise ce phénomène qui semble quand même assez répandu. Et puis, nous avons aussi proposé autre chose qui tient à l'investissement assez important des assistantes maternelles dans la procédure d'embauche, qui est peut-être plus important que dans d'autres métiers. Quand les assistantes maternelles reçoivent des parents employeurs, d'abord, c'est souvent en général en dehors de leur durée de temps de travail, durée d'accueil. Peut-être on reviendra sur ce gros souci qui est cette distinction entre accueil et travail. J'aurais tendance à dire que ce concept d'accueil a été créé justement pour ne pas donner les droits au travail et qu'on ne devrait plus parler d'accueil mais uniquement de travail, parce que pendant toute la durée d'accueil, les assistantes maternelles restent responsables des enfants qu'elles gardent avec une énorme responsabilité comparativement à d'autres emplois. Mais j'ai fait une petite digression et je reviens aux entretiens d'embauche. Ces entretiens d'embauche, donc, très souvent, ont lieu en dehors des horaires d'accueil. L'assistante maternelle doit préparer le logement pour le faire visiter aux parents. Elle doit aussi s'assurer que sa propre famille ne va pas intervenir
que le conjoint va rester discret peut-être dans une autre pièce, les enfants, etc. Donc c'est un investissement assez important et on pensait que on pourrait suggérer aux parents employeurs qui finalement n'embauchent pas la personne contactée de remplir un petit questionnaire, un retour pour savoir pour quelles raisons ils n'ont pas accepté d'engager l'assistante maternelle. Il y a un critère quand même très objectif dans le recrutement des assistantes maternelles, qui n'est pas systématique, mais c'est la proximité géographique par rapport au domicile. Donc là aussi, on pensait que ce critère pourrait être suggéré plus dans les listes des assistantes maternelles, dans les services qui se chargent de mettre en relation, et que si ce critère n'est pas retenu, les parents puissent faire un retour à l'assistante maternelle qu'ils ont contactée en vue d'une embauche pour leur expliquer pour quelles raisons ils ne l'embauchent pas. Alors, ne soyons pas non plus naïfs, ce n'est pas ce monitoring qui va empêcher les discriminations à l'embauche, mais peut-être que cela va faire réfléchir des parents qui, lors du moment de remplir ce questionnaire, vont être confrontés à l'obligation de cacher le motif discriminatoire à l'origine du refus d'embauche. Mais vous avez bien compris par la façon dont je m'exprime qu'il s'agit sans doute de l'élément le plus délicat dans notre recherche parce que c'est véritablement très difficile à prouver pour les assistantes maternelles, d'ailleurs comme pour d'autres professions. Cela étant dit, cela existe, c'est démontré, cela existe de façon fréquente et on ne peut pas ne rien faire. Merci Sonny. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions qui nous sont posées. Alors, une question de Anne-Lise qui nous parle des contrôles inopinés par les puéricultrices et qui nous demande si ce n'est pas la résultante d'un manque de reconnaissance de ce métier. Anne-Lise nous dit « Le fait de simplement demander un agrément sans obligation de diplôme fait que nous sommes considérés comme des incompétentes, à minima, celles qui ne savent pas face à celles qui savent. » C'est effectivement un des problèmes abordés dans l'ouvrage de Sonny. Oui, je suis complètement d'accord avec Annelise. C'est que on est dans une caricature de la méritocratie, avec d'un côté des cadres de la petite enfance déclarés sachants parce qu'elles ont fait de longues études, qu'elles sont à même d'expertiser, et puis d'un autre côté des personnes peu intéressantes qui ont fait qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas leur mot à dire et que l'on va effectivement évaluer, noter. Il y a un côté quand même très souvent dans ce type de contact, maîtresse d'école, avec une jeune femme qui s'adresse à une femme d'expérience et qui lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et c'est très frustrant parce que comme le dit Anne-Lise aussi, ces femmes sont considérées incompétentes alors qu'aujourd'hui, on leur demande de plus en plus de compétences. Et l'agrément, maintenant, nécessite quand même un minimum de formation dans des domaines assez variés. Et quand on voit l'étendue des compétences qui sont demandées aux assistantes maternelles, là, on va encore plus, d'ailleurs, dans la voie médicale, puisque maintenant, on va vraiment encore plus encadrer l'administration de médicaments. On se rend compte qu'il y a finalement peu de métiers où il y a des compétences aussi importantes dans des secteurs tellement différents comme l'alimentation, la diététique, le soin, la pédagogie. C'est quand même extraordinairement foisonnant et pourtant on ne prend pas en considération toutes ces compétences. Je dirais, pour en revenir aussi à la journée de la femme, la Journée internationale des femmes, que tout cela résulte aussi d'un présupposé que, après tout, ce ne sont que des femmes, que des mères.
elles ne font que se comporter comme des mères. Alors, nous, professionnels, cadres de la petite enfance, on doit bien leur dire ce qu'il faut faire. Il y a aussi ça un petit peu, il me semble, derrière ce comportement. Alors, on va juste répondre à une dernière question, puis je passerai la parole à Sophie Binet. Donc, une question de Céline, qui travaille en crèche familiale et qui nous demande s'il y a des études comparatives entre l'exercice à son domicile et l'exercice en crèche familiale. Elle estime que le fait d'exercer en crèche familiale l'épargne de certaines discriminations, impose un certain respect par sa directrice, donc pas de visite surprise par exemple, mais qu'elle ne s'en sent pas moins menacée par la DRH. Donc elle nous explique un certain nombre de difficultés, notamment liées au temps de travail dans les crèches familiales. En tout cas, le cœur de la question qui me semble être important, c'est voilà, différence. Est-ce qu'il y a une étude qui marque les différences entre l'exercice sous le statut crèche familiale, l'exercice dans le cadre de la convention collective au sein de son propre domicile? Alors, à ma connaissance, mais je vais rester modeste, non. Il est vrai que ce domaine d'études que sont les assistantes maternelles et surtout leurs droits, leur statut, a fait l'objet de relativement peu de recherches. On est plus dans les recherches qui ont été publiées sur les assistantes maternelles, sur justement la définition de leurs compétences et des exigences, mais ce sont des différences de statut assez sensibles. Et il est vrai que parmi les assistantes maternelles que nous avons rencontrées, certaines ont envisagé de rejoindre des crèches familiales parce qu'il y a quand même un peu plus de soutien, semble-t-il, de pérennité aussi, de sécurité du côté de la crèche familiale. Après, comme le dit Céline, il y a une chose qui a du bon et du moins bon dans ce système, c'est qu'il y a une direction, il y a une DRH. Les contacts avec la direction, c'est pas dans ce cadre syndical que je dirais qu'ils sont toujours bons, évidemment. Néanmoins, cela a des vertus par rapport à ce que, comme je disais tout à l'heure, implique le statut de non-professionnel en tant qu'employeur que sont les parents employeurs. Les parents employeurs, il faut, d'un certain point de vue, les comprendre, ne savent pas toujours quoi faire. Et donc, c'est vrai qu'il est rassurant dans la crèche familiale d'avoir un référent professionnel constant, ce qui n'est pas le cas pour les assistantes maternelles qui exercent donc différemment, de façon plus indépendante peut-être, mais aussi parfois plus précaire et qui se retrouvent souvent dans des situations très inconfortables quand le parent employeur a fait des erreurs sur les revenus, compte mal les jours de congé, etc. Ça peut vite dégénérer et cet inconfort par rapport à ce qui se passe dans les crèches familiales est sans doute plus difficile à vivre. Du coup, je vais interroger. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions au fur et à mesure, mais je vais laisser la parole à Sophie Binet avec une première question. Les asthmates, un cas isolé, des discriminations dont vient faire état Sony? Non, pas du tout, mais je crois que les assistantes maternelles sont l'exemple le plus choquant de la dévalorisation des métiers à prédominance féminine. Je pense que ça a été dit par Sony, mais qu'on ne peut pas comprendre la situation scandaleuse des assistantes maternelles si on ne fait pas le lien avec le fait que ce sont des femmes. Donc, situation scandaleuse parce qu'on a un temps de travail qui est supérieur à celui de 4 sup pour une rémunération qui est inférieure au seuil de pauvreté.
et puis qu'on est en dehors de tous les clous du Code du travail en matière de règles concernant le temps de travail, de règles concernant le salaire minimum, de règles concernant la prise en charge des équipements de travail, puisque je rappelle que la base dans un contrat salarié, c'est que les équipements de travail sont pris en charge par l'employeur. On est aussi en dehors de clous sur le fonctionnement du temps de travail, puisque encore une fois, quand on est salarié, le temps de travail, ça inclut tout, c'est-à-dire le temps d'habillage, le temps de nettoyage des locaux, etc. Or là, c'est pas du tout le cas pour les assistantes maternelles. Et donc, on est finalement dans une énorme hypocrisie avec, grâce au sous-statut des assistantes maternelles, une politique familiale low cost qui permet à la France d'être parmi les meilleurs pays en termes de taux d'activité des femmes grâce à cette politique familiale low cost en échange d'un financement très faible justement de la prise en charge de la petite enfance. Et donc, on voit que d'un côté, ça permet à plus de femmes d'être actives sur le marché du travail, donc ce qui est une bonne chose pour l'indépendance économique des femmes, mais que de l'autre côté, ça précarise des centaines de milliers de femmes, donc c'est évidemment pas acceptable. Et puis, dernière chose sur la situation scandaleuse des assistantes maternelles, c'est que la France est en dehors des clous internationaux. Les syndicats du monde ont gagné, il y a 15 ans maintenant, l'adoption d'une loi mondiale encadrant le travail à domicile. Ça s'appelle la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, c'est une organisation tripartite avec les employeurs, les syndicats et tous les gouvernements du monde qui définissent un certain nombre de lois internationales du travail. Donc, il y en a 190. La 189, c'est l'avant-dernière. Et la dernière, on l'a gagnée il y a 2 ans, elle porte sur les violences et le harcèlement au travail. Et donc, la Convention 189, elle n'est pas ratifiée par la France, notamment à cause du statut des assistantes maternelles qui est en dehors des clous totalement, puisque le principe fondamental de la Convention 189, c'est de dire qu'il ne doit pas y avoir de discrimination entre les salariés du particulier employeur, les travailleuses et travailleurs à domicile et les autres salariés. Et donc, c'est la raison pour laquelle la France ne ratifie pas cette convention. Et pour la petite histoire, là, actuellement, ce qui est envisagé dans les couloirs du ministère du Travail, c'est de ratifier la convention en excluant les assistantes maternelles du champ de la ratification de la convention. Donc, on voit le niveau de l'hypocrisie. Alors, non, ça n'est pas du tout un cas isolé, mais c'en est l'exemple le plus parlant. Pourquoi ? Parce que cette dévalorisation du métier d'assistante maternelle, elle est liée à des stéréotypes sexistes qui expliquent cette dévalorisation. Pourquoi est-ce que les femmes, en général en France, sont payées 25% de moins que les hommes pour un certain nombre de facteurs structurels? D'abord, le fait que 80% des salariés à temps partiel sont des femmes, donc forcément, ça fait baisser les salaires, et en général, c'est des temps partiels imposés par l'employeur. Et puis, le deuxième facteur, c'est que les femmes sont concentrées dans des métiers moins bien payés que les métiers à prédominance masculine. C'est 50% des femmes qui sont concentrées dans 6 professions dans le domaine de la santé, le soin aux autres, l'éducation, le nettoyage, la vente et l'administratif, qui sont des métiers de femmes pour les femmes, entre guillemets, puisque c'est des métiers qui s'inscrivent dans le prolongement direct des tâches domestiques, qui reposent sur le soigner, aider, accompagner, assister, servir, éduquer, etc. Fonctions qui sont considérées comme naturelles quand on est femme. Les stéréotypes sexistes disent que naturellement, une femme serait tout à fait capable de soigner, aider, accompagner, assister, servir, éduquer, et donc que ces compétences, ces qualifications, c'est ce qui explique qu'elles ne soient pas reconnues dans le salaire, notamment pour les assistantes maternelles. Mais on a exactement la même chose dans le secteur du soin. Comment expliquer que les infirmières soient aussi mal payées ? C'est parce qu'il y a l'essentiel de leur métier qui n'est pas reconnu, que leur bac+3 n'est pas reconnu. Comment expliquer que les sages-femmes qui ont un bac+5 sont pourtant recrutées à 1 800 €, enfin moins de 1 800 € d'ailleurs, 1 600 € à l'embauche ? Parce que, encore une fois, sage-femme, d'ailleurs, la dévalorisation, elle est inscrite dans l'intitulé du métier. On considère que c'est des qualités naturellement féminines et qu'il n'y a pas de qualification derrière. Cette déqualification, elle se fait autour de 4 aspects qui ne sont pas reconnus. D'abord, la qualification. Chez vous, sur les assistantes maternelles,
ça a été dit, on a un métier qui est extrêmement transversal. En fait, pour s'en convaincre, il suffit de faire la comparaison entre une assistante maternelle et une crèche. Et dans une crèche, on voit la diversité des métiers. On a d'abord un métier de directrice qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Ben, ça, c'est l'assistante maternelle qui le fait. On a des métiers de cuisinier, cuisinière qui font toute l'intendance. Ben, ça, c'est aussi l'assistante maternelle qui le fait et ça veut dire avoir des connaissances en diététique. On a des métiers d'éducateurs de jeunes enfants qui vont travailler sur toutes les activités qu'on va faire aux enfants. On a des métiers de psychologues qui vont regarder, accompagner et les assistantes maternelles et les enfants dans leur développement. On a évidemment les métiers d'auxiliaire de puériculture et on a les métiers d'entretien sur tout ce qui est entretien des locaux avec des compétences en matière de stérilisation, d'hygiène, etc. Pareil, les métiers du nettoyage, ce n'est pas des qualités naturelles aux femmes, il y a des qualifications derrière, surtout quand on parle de jeunes enfants avec un enjeu épidémiologique évident. Donc on voit que là, sur ce métier, il y a une déqualification totale parce que toutes ces compétences ne sont absolument pas reconnues. Deuxième chose qui n'est pas reconnue, c'est la technicité des métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, notamment le relationnel, qui est totalement invisibilisé, déconsidéré. La troisième chose, c'est les responsabilités. Vous en avez parlé déjà. Et encore une fois, la comparaison avec le travail en crèche est flagrante, puisque évidemment que des auxiliaires de puériculture, elles ont des responsabilités importantes, mais c'est d'abord la structure qui porte ces responsabilités. Là, l'assistante maternelle, elle est toute seule. Et on a des exemples d'assistantes maternelles qui finissent au pénal pour leurs responsabilités. Donc, elles se retrouvent avec le même niveau de responsabilité que des cadres sup, avec encore une fois des salaires inférieurs au seuil de pauvreté. Et puis enfin, c'est la charge physique et nerveuse qui est totalement dévalorisée dans les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, avec des sortes de bizarreries. Par exemple, on a l'impression qu'un sac de ciment et une personne âgée, ça pèse pas le même poids, que le poids des choses est reconnu et on a obtenu par les mobilisations syndicales le fait qu'on ne puisse pas porter des charges de plus de tant de kilos, des aménagements, de l'organisation du travail, etc. Mais dès qu'il s'agit de personnes, miraculeusement, la notion de poids, elle n'est plus prise en compte. Or, quand on est aide à domicile, qu'on s'occupe de personnes âgées, ou quand on est assistante maternelle et qu'on s'occupe de petits-enfants, quand on est aide-soignant, quand on est infirmière, on passe son temps à porter des charges très lourdes. Les caissières ont calculé qu'en cumulé, les caissières, en fait, les charges qu'elles portent ne sont pas prises en compte parce qu'on ne prend pas en compte le poids cumulé. On prend seulement en compte le poids en une seule fois. Sauf que si on cumule, et c'est comme ça qu'il faut faire en matière de santé, il faut prendre en compte le poids cumulé, et c'est pareil pour vous, les assistantes maternelles, il faut prendre en compte combien de fois dans la journée vous portez un petit bébé de 5 kilos. Eh bien, les caissières, elles ont compté, et en une journée, c'est le poids d'un éléphant qui est porté par des caissières. Donc, on voit qu'elles peuvent aisément se comparer avec des salariés du BTP, et même être au-dessus en termes de pénibilité. C'est exactement pareil pour le bruit. Des petits-enfants, ça fait du bruit, sauf que dans l'imaginaire collectif, un enfant, ça gazouille, voilà, c'est pas du bruit, mais on compare le bruit auquel sont soumises les assistantes maternelles ou par exemple les ATSEM dans les cantines scolaires, et on va potentiellement arriver au même niveau que celui d'un marteau-piqueur, sauf qu'il n'y a pas le casque anti-bruit et il n'y a aucune prise en compte de ce bruit en termes de prévention ou de réparation. Et puis les deux derniers aspects qui structurent les métiers à prédominance féminine et qui accompagnent leur dévalorisation, c'est la précarité avec des contrats courts, et vous êtes sur des métiers qui sont extrêmement précaires parce que liés à la volonté des parents et à la durée d'accueil qui est nécessairement courte. Et la précarité et les temps partiels qui sont structurels et qui ne font absolument pas partie d'un choix. Voilà. Et puis, moi, les derniers aspects sur lesquels je voulais revenir, c'est que cette situation n'est pas une nouveauté. Il faut la remettre dans une perspective historique. Et quand on se place dans une perspective historique sur le travail des femmes, en fait, on se rend compte que, d'une façon générale, les femmes ont toujours travaillé. Mais pendant longtemps, leur travail il a été nié et invisibilisé. Dans l'imaginaire collectif,
on dit que les femmes ont commencé à travailler dans les années 60-70. C'est totalement faux. Les femmes ont toujours travaillé bien avant la révolution industrielle, sauf qu'elles étaient justement dans des métiers du particulier employeur, qui étaient d'ailleurs à peine reconnus comme un particulier employeur, dans des métiers à domicile, sur des métiers de couture avant les grandes filatures et l'industrie de la couture. La couture se faisait à domicile, effectuée par les femmes, sur des métiers de domestique, de nounou, etc. Et le fait que ces métiers étaient effectués à domicile permettait d'invisibiliser totalement ce travail-là. Et en fait, les femmes ont gagné leur émancipation en accédant au salariat et en accédant au cadre collectif. C'est le fait de gagner des grandes concentrations ouvrières et des grandes concentrations employées qui ont permis d'avoir des luttes collectives de femmes, qui ont permis de gagner leur visibilité sociale et de montrer que leur utilité n'était pas seulement dans le cadre du foyer, mais c'était une utilité pour toute la société et qui ont été un levier déterminant d'émancipation. Et donc, c'est pour ça que je pense que quand on réfléchit à votre profession, il y a un enjeu de visibilité et de cadre collectif de l'exercice qui est déterminant derrière. Et puis, quand on entend aussi vos témoignages, on voit combien le soupçon de non-travail pèse encore. Soupçon de non-travail parce que s'occuper d'enfants, ça serait finalement une passion, un hobby pour les femmes et ça ne serait pas un travail. Et parce que, comme ça a été développé par Sony, c'est ça qui explique, c'est l'argument sur pourquoi est-ce que vous êtes payé en dessous du SMIC et que votre temps de travail n'est pas décompté. C'est parce que les enfants dormiraient, ça ne serait pas un travail tout le temps, etc. Sauf que dans, encore une fois, le cadre du salariat, il y a un système qui s'appelle les astreintes, où quand on est d'astreinte, ça donne lieu à du salaire, à de la récupération. Et là, on voit que vous n'êtes même pas d'astreinte puisque l'enfant peut se réveiller à tout moment, puis qu'il y a des enfants qui ne font pas de sieste du tout ou des siestes microscopiques, ils ne les font pas en même temps, enfin bon, bref. Et que le travail continue pour préparer le repas, pour nettoyer le domicile qui est aussi le lieu de travail, etc. etc. Pour finir, comment est-ce qu'on sort de ça? Moi, je partage tout à fait l'optimisme de Sony. Je pense que le point très positif de la crise sanitaire qu'on traverse, c'est que ça a permis de mettre en lumière l'utilité sociale des métiers à prédominance féminine et aussi de mettre en lumière le fossé entre l'utilité sociale des métiers et leur reconnaissance, leur rémunération. Et l'enjeu, finalement, ça a permis de remettre les pendules à l'heure sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Est-ce que pour notre société, c'est plus important des métiers de trader ou des métiers d'assistante maternelle? Bon, je crois que pour le bien-être collectif, c'est d'abord d'assistante maternelle bien rémunérée, bien reconnue, dont on a besoin. Avec ce scandale, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, la dévalorisation des métiers à prédominance féminine, elle s'exerce parce que la loi n'est pas appliquée. La loi en France, elle garantit un salaire égal pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire pas seulement un salaire égal pour un travail égal, mais pour un travail de valeur égale selon la loi, ce qui impose de comparer des métiers différents entre eux, mais de valeur égale selon la loi. Et donc, l'exemple très parlant pour les assistantes maternelles, c'est de comparer, par exemple, avec un gardien de zoo. Gardien de zoo, métier à prédominance masculine. On s'occupe seulement d'animaux, donc je pense que c'est, même si on dénonce la maltraitance animale, c'est important, etc., mais c'est quand même pas la même importance pour la société que de s'occuper de nos enfants et de tout petits enfants quand on sait ce qui se passe avant 3 ans. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire qu'un gardien de zoo n'est pas qualifié, qu'il ne doit pas être formé et qu'on met n'importe qui devant un lion. Comment imaginer qu'on fasse ça sur nos tout petits enfants alors que c'est la chose à laquelle on tient le plus dans la société, c'est notre avenir et qu'on sait combien c'est important ce qui se passe dans les premières années. Et donc tout ça pour dire que pour la CGT, l'enjeu central aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut investir dans le secteur des soins et des liens, secteur qui est totalement dévalorisé. Il faut investir dans ce secteur pour 2 raisons. D'abord, pour augmenter le niveau de bien-être de la société et puis aussi pour améliorer la situation de ces métiers qui sont des métiers principalement exercés par les femmes. Et donc ça, bien sûr, c'est un coût collectif, mais je veux dire,
parce qu'on le vaut bien, parce que les professionnels qui l'exercent le valent bien et parce que surtout leurs métiers pour la société sont tellement importants que ça le justifie pleinement. Investir dans le secteur des soins et des liens, ça veut dire bien sûr rouvrir des lits dans les hôpitaux, financer nos systèmes de santé à la hauteur. Ça veut dire aussi investir dans le secteur de la petite enfance, puisque je rappelle que c'est toujours plus de 50% des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas d'accueil institutionnel, ni en crèche, ni chez une assistante maternelle, et que l'augmentation de la prise en charge et de la création des places d'accueil ces dernières années, elle s'est d'abord faite par une augmentation du nombre d'assistantes maternelles et pas par une augmentation des structures collectives. Pourquoi ? Parce que les assistantes maternelles coûtent beaucoup moins cher du fait de la dévalorisation de vos métiers et de vos conditions de travail. La CGT, elle parle d'un service public de la petite enfance. Ce qu'il y a derrière, c'est pas tout et tout en crèche, parce que d'ailleurs, c'est pas forcément souhaitable pour répondre aux besoins des parents et des enfants. Par contre, ce qu'il y a derrière, c'est garantir un cadre collectif d'exercice du métier. Et à cet égard, l'exemple des crèches familiales est très intéressant, puisque c'est pas idyllique. Évidemment que il y a plein de choses qui ne vont pas dans le cadre des crèches familiales, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on sort du tête-à-tête entre l'assistante maternelle et le particulier employeur. La majorité des parents, ils n'ont pas du tout envie d'être employeurs, et ça se comprend, c'est compliqué, ça ne s'improvise pas, c'est très compliqué et désagréable dans la relation d'être à la fois employeur et à la fois de s'adresser à la personne qui s'occupe de ses enfants. Enfin, voilà, et donc c'est beaucoup plus confortable d'être dans une situation quand on est dans une crèche familiale ou une crèche municipale où on n'est pas employeur, mais on vient tout simplement comme parent, comme on vient à l'école par exemple, échanger avec la professionnelle qui s'occupe de ses enfants. Et l'enjeu derrière pour les professionnels, c'est que ça sort de l'isolement et que ça permet d'avoir un cadre collectif du métier avec un ensemble de professionnels avec lesquels on peut travailler, un cadre qui est posé par d'autres et de ne pas être obligé de jouer tous les rôles toute seule. Et puis enfin moi je le sais comme mère, on le vit notamment dans notre congé maternité, la solitude en face de petits-enfants, c'est extrêmement dur. Enfin, il faut peut-être aussi s'intéresser et s'interroger en France sur pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de dépression postpartum. C'est, je crois, une femme sur 10 qui fait une dépression postpartum. Dépression postpartum, ça s'appelle dépression, hein, c'est pas baby blues, donc c'est quelque chose de très sérieux. Et pourquoi ? De mon point de vue, c'est à cause de l'isolement très fort du congé maternité. Donc c'est pour ça que la CGT, elle se bat pour un congé paternité qui soit aligné sur à peu près sur la durée du congé maternité post-naissance. Mais c'est aussi pour ça que les conditions d'exercice des assistantes maternelles sont scandaleuses, parce que être dans une telle situation d'isolement avec des petits-enfants toute la journée et en nombre, c'est extrêmement difficile personnellement, psychologiquement pesant, et ça ne devrait pas être imposé de cette façon-là. Et peut-être pour finir, je pense vraiment que pour revaloriser le métier d'assistante maternelle, il faut sortir du tête-à-tête avec le particulier employeur et il faut remettre les pouvoirs publics sur leurs responsabilités. La question de la politique familiale, c'est une responsabilité des pouvoirs publics et des employeurs au sens large, parce que le patronat a bien besoin que les femmes puissent continuer à travailler et donc a aussi ses responsabilités en matière de prise en charge de la politique familiale. Et donc, c'est au pouvoir public qu'il faut s'adresser, parce que sinon, on est coincé. Si on exige d'augmenter les salaires pour rentrer dans le cadre commun et donc le SMIC, le particulier employeur, évidemment, il ne peut pas suivre. La question, c'est quelle politique familiale par les pouvoirs publics. Donc, je pense que c'est le gouvernement qu'il faut interpeller. Et puis, pour finir, cette fois pour de vrai, on est à 2 jours du 8 mars. Le 8 mars, donc, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est ni la fête des mères, ni la Saint-Valentin. C'est une journée qui a été instituée il y a plus de 100 ans par Clara Zetkin, donc, qui était une militante socialiste à l'époque et féministe surtout. Et dans les revendications du 8 mars à l'origine, il y avait le droit de vote pour les femmes, puisque dans la quasi-totalité des pays, les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais aussi le droit au travail. Et la troisième revendication, c'était la non-discrimination au travail. Et donc, on voit bien dans les 3 revendications, il y en avait 2 qui avaient trait directement au travail. Pourquoi ? Parce que l'indépendance économique, elle est centrale pour l'émancipation des femmes.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle la CGT avec des associations féministes à la grève féministe le 8 mars. Et je crois que c'est très important, Stéphane le rappelait tout à l'heure, le 8 mars 2019, dans le cadre de votre mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage, les assistantes maternelles s'étaient mobilisées, donc c'était le 9 mars, le samedi 9 mars, en lien avec cette journée. C'était très important de pouvoir converger avec cette journée parce que ça permettait de faire le lien entre la dévalorisation du métier et le fait que vous êtes à 99% des femmes, donc de montrer en quoi est-ce que cette dévalorisation est une dévalorisation sexiste, une discrimination sexiste dont sont victimes les assistantes maternelles. Et d'ailleurs, cette mobilisation a été un succès puisque grâce à votre mobilisation, vous avez réussi à faire reculer le gouvernement sur sa réforme de l'assurance chômage. Donc, ça démontre qu'il n'y a certainement pas de fatalité. Là, on a une dynamique très intéressante aujourd'hui et le fait de faire le lien entre la dévalorisation de votre métier et le fait que vous êtes des femmes, quasiment exclusivement, c'est très important justement pour faire toute la lucidité et la transparence sur le pourquoi de votre dévalorisation et pouvoir en sortir justement. Merci Sophie de nous avoir rappelé ce bon moment, effectivement, qu'on espère prolonger le 8 mars prochain. Alors peut-être pas dans les mêmes conditions parce qu'on le sait, se mettre en grève pour les assistantes maternelles est quelque chose de complexe, mais il y a d'autres façons de manifester son engagement, sa mobilisation contre ces inégalités. Donc on va bien sûr relayer tout ce qui est fait par le collectif Femixité au-delà, et on essaiera d'être présent partout où on le peut le 8 mars dans les initiatives qui sont organisées. On a une question de Anne-Lise qui nous dit, par rapport à la discrimination salariale, ne faudrait-il pas saisir le Conseil constitutionnel? Qu'en pensez-vous, Sophie? Oui. Alors justement, j'avais noté cette question et je crois que c'est une voie qui pourrait être très intéressante. Nous avons envoyé notre recherche, notre livre au Conseil constitutionnel et à la Défenseure des droits. Nous avons eu une réponse polie, sympathique de la Défenseure des droits qui nous a dit qu'elle prendrait ce travail en considération et qu'elle notait avec beaucoup d'intérêt la discrimination dont sont victimes les assistantes maternelles. C'était plutôt positif, mais purement déclaratif. Nous n'avons eu aucune réponse du Conseil constitutionnel et je dirais c'est normal, mais il y a des choses qui peuvent être tentées. Je pense qu'au-delà même des cas individuels de la profession, il y a quelque chose qui est choquant pour la République. De discriminer à ce point une profession, donc qui concerne, je crois, au moins 300 000 personnes aujourd'hui, de les 450 000. Comment 450 000 450 000 Non, ça a bien baissé malheureusement. 300 Ah 000 bon aujourd'hui. Ah d'accord. Mais le fait que ça baisse montre bien aussi que beaucoup ont fui. Et encore une fois, pendant la crise sanitaire, on a eu quand même beaucoup de personnes qui ont déclaré vouloir quitter cette profession. Mais quel que soit le nombre de ces salariés, il est extrêmement important. Et comment justifier autant de personnes en rupture d'égalité devant les lois de la République? Donc, il y aurait peut-être, et là, je pense que la CGT ou d'autres syndicats pourraient jouer leur rôle d'accompagnement dans le cas qui serait bien choisi d'une assistante maternelle qui, recevant sa fiche de paye page emploi, dirait « ça ne va pas, je conteste ce salaire, il est en dessous du salaire minimum, je vais devant le juge, il y a une rupture du principe constitutionnel d'égalité et je soulève une question prioritaire de constitutionnalité. » Ça pourrait se tenter. Je ne dis pas que c'est le... Mais ça pourrait se tenter, ça pourrait faire du bruit et a priori, ça devrait marcher parce que c'est l'évidence. Il y a une rupture du principe de valeur constitutionnelle d'égalité qui n'est pas n'importe quel principe de valeur constitutionnelle puisqu'il est inscrit dans la devise républicaine. Donc ça pourrait se tenter, mais il faudrait évidemment
peut-être être en rapport avec le parent employeur, que ça lui saute pas la figure, que ce soit quand même une personne qui collabore. Il faudrait un accompagnement de l'assistante maternelle, un soutien juridique et peut-être financier, mais ça pourrait se tenter. Je ne sais pas quel est votre avis, Sophie, si tu as un avis sur la question, ça pourrait se faire. C'est pas, nous, je vous ai dit, on a envoyé notre livre, c'est normal que le Conseil constitutionnel ne réponde pas. Il n'est pas, enfin, on n'est pas là dans une situation juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel ne peut s'exprimer que s'il est saisi véritablement en tant que juridiction, ou alors sur un projet ou une proposition de loi, mais ça c'est une autre histoire beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre, surtout que justement le droit des assistantes maternelles ne passe pas forcément par la loi. Il va y avoir la prochaine convention collective, il y a des dispositions d'ordre réglementaire dans le code de l'action sociale et des familles, ce qui d'ailleurs pose des problèmes par rapport à la hiérarchie des normes. Comment se fait-il que des dispositions d'ordre réglementaire régissent des points aussi importants que ce qu'on a évoqué pour les assistantes maternelles? Mais je pense qu'en choisissant un cas particulier, on pourrait faire quelque chose auprès du Conseil constitutionnel, mais il faudrait beaucoup de courage de la part de l'assistante maternelle qui ferait cette procédure et donc, à mon sens, beaucoup d'accompagnement. Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je sais, c'est que la CGT fait notamment des actions de groupe et on le fait à Lyon sur les éducatrices de jeunes enfants pour justement, à partir de la notion de travail de valeur égale. Et donc, je confirme que je pense qu'il y a pas mal de leviers juridiques à approfondir et à commencer par la saisine du défenseur des droits. Et qu'au niveau de la CGT, on travaille avec un pool d'avocats, les avocats de référence en matière de lutte contre les discriminations, donc avec qui on travaille notamment sur ces actions de groupe, et avec une série d'économistes, à commencer par Rachel Silvera, qui est spécialisée sur la dévalorisation des métiers à prédominance féminine et qui a été l'auteur pour le défenseur des droits du premier rapport sur la dévalorisation des métiers à prédominance féminine, qui fait référence. Et donc, on peut tout à fait enclencher ce travail avec vous si vous le souhaitez, sachant que nous, dans notre approche syndicale, le recours judiciaire, bon, notamment le Conseil constitutionnel, on sait ce que c'est quand même. Hein. Si vous regardez qui sont les juges, bon, déjà, c'est presque que des hommes, beaucoup d'anciens présidents de la République. Bref, ce sont des jugements qui restent avant tout des jugements très politiques. Donc, il faut relativiser aussi, mais en faire plutôt, je pense, une démarche militante et politique pour mettre sur le devant de la scène les discriminations systémiques dont souffrent les assistantes maternelles, à l'image, par exemple, de la démarche politique et militante qu'il y a eu sur l'affaire du siècle. Vous savez, le procès qui a été lancé par les associations écologiques contre l'État pour non-respect de ses engagements en matière environnementale. Et l'enjeu n'était pas tant le résultat de la démarche juridique que le fait de mettre en accusation le non-respect de la parole tenue. Je pense que là, en l'occurrence, ça serait la même chose. Bon, promis, on va faire travailler nos juristes. Il y a encore quelques questions auxquelles on va tenter de répondre, mais je voudrais, alors on va le faire sur un temps réduit. Rachel, je suis désolé, mais l'heure avance et on avait dit qu'on finissait à 11h15. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette fameuse convention collective? Alors, convention collective qui va être en fait le fruit d'une convergence entre les deux conventions collectives, celle des salariés du particulier employeur, celle des assistants maternels du particulier employeur. Donc, ces deux textes n'en deviennent plus qu'un. On n'y était pas forcément favorable au départ, mais on a dû faire avec. Surtout, au-delà d'une simple fusion, on a tout fait pour que ça soit aussi synonyme de progression. Donc, je te laisse en dire quelques mots, Rachel. Oui, donc bonjour à tous. Alors pour moi, c'était déjà une grande première, hein, puisque je ne connaissais pas du tout ce monde-là, étant donné que j'étais assistante maternelle en activité. Ça a été très, très compliqué de négocier cette convention collective dans l'état actuel des choses. Tout s'est fait en distanciel, donc nous en présentiel.
énormément de réunions, des réunions de travail, après des réunions concernant la négociation. On a obtenu quand même quelques avancées. Ça a été un travail très, très intense. Hein, Stéphane, je pense que tu peux, tu peux le dire également. Voilà, c'était quelque chose, moi, que je ne connaissais pas du tout, à laquelle j'avais jamais été confrontée. Et c'est vrai que quand on est dans ces négociations, c'est un autre monde, hein, faut le dire. C'est un autre monde et on n'est pas forcément entendu. Moi, j'ai fait valoir le fait que j'étais quelqu'un qui venait du terrain avec mes 20 ans d'expérience en tant qu'assistante maternelle. Donc, je connais les difficultés que les salariés peuvent rencontrer sur le terrain au quotidien. J'ai essayé de leur faire entendre un petit peu tous les soucis qu'on pouvait rencontrer, de manière à améliorer certaines choses. Bon, ça n'a pas été facile, on n'est pas forcément entendu non plus. Après, voilà, on a obtenu quand même quelques points importants, hein, comme par exemple une majoration minimum sur le travail des jours fériés ordinaires qu'on n'avait pas avant, donc une majoration à 10%. On a obtenu également la suppression des 3 mois d'ancienneté pour les jours fériés, pour avoir le paiement des jours fériés. On s'est battu pour réduire le nombre d'heures par semaine travaillées. Donc, on a voulu obtenir 45 heures avec 8 heures par jour de travail. Bon, malheureusement, on n'a pas obtenu ça, mais on ne lâche rien, puisque une fois que la convention sera signée, si elle est signée, on s'attaquera auprès des pouvoirs publics pour qu'on puisse par la suite obtenir un temps de travail de 40 heures par semaine et 8 heures par jour de travail. Je te coupe une minute, Rachel, si tu permets, parce que c'est un point important justement dans les aspects dérogatoires de votre profession. C'est qu'actuellement, vous avez une durée conventionnelle du travail de 45 heures. C'est énorme, hein, c'est 10 heures de plus que le droit commun. Effectivement, la CGT a porté de passer à 40 heures. Voilà, on aimerait bien à 35, mais on le fait par étapes. Ce n'est pas un nom définitif de nos interlocuteurs de la FEPEM. La FEPEM nous a renvoyé au problème de financement. Et effectivement, ce sont des métiers où le financement public est central. Sophie le rappelait tout à l'heure. Si on paye les gens au SMIC, effectivement, les parents employeurs, ils ne vont pas suivre. Donc, il n'y a pas un nom définitif. Et je rappelle quand même que les 40 heures, c'est juste 1936. Donc, ça serait quand même un comble de ne pas y arriver. Donc, on va, comme tu le soulignais, Rachel, effectivement déplacer ce point de la négociation de la FEPEM au pouvoir public, qu'on va interpeller sur un certain nombre de verrous qu'il faut faire sauter pour que la convention collective puisse encore progresser. Voilà, je voulais juste préciser un peu ce point. Je te laisse continuer. Oui, alors après, on a également obtenu une majoration minimale, donc au-delà de la 45e heure de travail, à 10%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'assistantes maternelles qui font 50 heures par semaine et qui ne majorent pas les heures au-delà de la 45e heure. Et là, donc, avec la nouvelle convention collective, ça sera majoré déjà un minimum 10%, qui sera après laissé libre à la négociation entre les parties. On avait demandé également la suppression pour les absences de l'enfant pour maladie. Donc là, on a eu un refus catégorique. Donc, on a réussi à obtenir quand même de passer de 10 jours à 8 jours au niveau des absences. Au niveau des indemnités d'entretien, on avait demandé une revalorisation basée sur la CMG. Donc, au départ, à 100%
pour les journées de 9 heures et 75% sur les journées de moins de 9 heures, non proratisables. Donc là, on a pu obtenir 90% du minimum garanti pour une journée de 9 heures et plus. Et on est resté à 2,65 € pour les journées de moins de 9 heures, mais non proratisables. Voilà, ça fait c'est quelques points déjà. C'est pas des petits points, mais surtout peut-être, Rachel, je vais enchaîner sur les droits collectifs qui Oui. sont peut-être peut-être moins exaltants pour le quotidien des assistantes maternelles, mais qui sont quand même extrêmement importants. Puisque, alors ça c'est un clin d'œil à Sony, il y a 5 ans, on avait parlé des prémices d'une médecine du travail pour les assistantes maternelles. On y est presque, pas tout à fait. Ça a été très compliqué. Donc 6 ans de négociations où il a fallu construire un dispositif qui permette un accès à la santé au travail pour les assistantes maternelles. Des travaux qui ont été perturbés par le gouvernement qui a refusé d'étendre notre accord de mise en place de cette santé au travail pour les assistantes maternelles, toujours en se basant sur le principe qu'elle ne dépendait pas du Code du travail. A priori, il y a un projet de loi qui va permettre de les faire rentrer dans le dispositif qui est en cours d'expérimentation dans le département du Cher. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça arrive, ça mettra quelques années à se déployer sur tout le territoire parce qu'il n'y a pas que les assistantes maternelles, il y a aussi les salariés du particulier employeur. Donc on est au bas mot à plus d'1 million de salariés avec des capacités très restreintes et très peu de médecins du travail en France, malheureusement pas assez. Donc en tout cas, c'est un progrès qui commence à se dessiner, même s'il faudra encore un peu de temps pour qu'il soit effectif, et qui s'accompagne au-delà de la visite médicale de dispositifs de prévention qui semblent assez intéressants. Dans les droits collectifs acquis, on a également obtenu une prime de départ volontaire à la retraite. Et là, c'est une première, elle ne sera plus basée sur l'ancienneté chez un même employeur, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui, dans le secteur de l'emploi à domicile, exclut à peu près tout le monde de cette prime de départ volontaire à la retraite. Dans l'accord qui nous est proposé, elle sera calculée sur l'ancienneté dans le secteur. Voilà, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, puisque dans les 10 ans qui viennent, on a 40% des salariés qui vont partir en retraite. Donc c'est une victoire et un droit nouveau effectif et important que je souhaitais souligner. On a mis aussi début janvier en ligne une plateforme dédiée aux activités sociales et culturelles qui va permettre aux salariés du secteur d'accéder à des activités sociales et culturelles dans bien sûr le secteur du tourisme social. Donc là aussi, c'est une avancée, c'est un petit peu le comité d'entreprise de ces salariés, c'est aussi une belle victoire qu'on a portée en tant que syndicat depuis plusieurs années. Alors c'est long, hein, je sais que la négociation c'est un temps long, c'est souvent source de frustration pour les professionnels, mais en tout cas les choses avancent. On a également obtenu des avancées sur l'indemnité de licenciement. On n'a pas réussi à avoir la même que dans le droit commun, mais elle sera supérieure à ce qu'elle n'était jusqu'à présent. Et puis, il y a encore, bien sûr, beaucoup de trous dans la raquette. Mais quand même, il fallait qu'on souligne ces avancées qui ne remettent pas en cause le propos ni de Sony ni de Sophie hein, sur bien sûr, la discrimination qui reste flagrante, même si on avance. Mais c'est bien aussi de se dire quand ça progresse. Voilà. Donc, c'était un petit point. Alors, je pense que Sony et Sophie peuvent nous dire un mot de la façon dont ils jugent ces avancées suffisantes, insuffisantes, il faut continuer, pas continuer, signer, pas signer. Enfin, lâchez-vous, vous nous dites ce que vous en pensez à chaud. Tu n'as pas ton micro, Sophie, je crois. Je ne me permettrai pas de juger de l'extérieur, c'est aux assistantes maternelles de juger, c'est la stratégie de la CGT, c'est pas des gens comme moi qui ne sont pas directement concernés qui vont dire s'il faut signer ou pas signer, c'est les assistantes maternelles. Et en tout cas, ce que je note, c'est que vous avez fait bouger les lignes sur des points importants et que ça, c'est important, ça montre que la mobilisation collective paye, même si nous, dans notre démarche CGT,
c'est pas parce qu'on signe un accord qu'on considère que les choses s'arrêtent le jour de la signature. On signe un accord, c'est un compromis à un instant T, mais dès le lendemain, on reprend notre travail de mobilisation, notre travail revendicatif pour encore faire progresser ce niveau de compromis. Et pour faire progresser les droits, il n'y a pas besoin, là c'était une grosse négociation parce que c'était une renégociation de toute la convention collective avec en plus une fusion avec l'autre, il n'y a pas besoin d'une grosse négociation pour faire changer tel ou tel droit. On peut, et c'est ce qui se passe dans toutes les conventions collectives, on va négocier sur tel ou tel point et la modifier et l'amender en fait sur des points. Donc je pense que c'est très important de se dire que cette convention collective, c'est pas la fin de l'histoire, c'est une étape à un instant T, mais que pour juste engranger le rapport de force et bloquer les curseurs à ce niveau-là, et déjà on engrange les avancées, et dès le lendemain, on continue à revendiquer pour continuer à améliorer et à faire progresser le niveau des droits qui reste totalement insuffisant, ça c'est sûr. Oui, effectivement, la CGT, la signature n'arrête pas la revendication, heureusement. Sony, quelques mots sur ces avancées? Alors, comme Sophie, n'étant finalement que le conjoint d'une assistante maternelle, je me refuse de juger trop les choses dans le détail parce que je suis concerné finalement à titre personnel de l'extérieur. Je pense que toutes les avancées qui sont obtenues sont des choses bonnes à prendre et que on constate quand même des choses qui vont dans le bon sens. Il y a peut-être aussi des aspects qui vont dans un sens, au contraire, un peu plus restrictif. On demande de plus en plus aux assistantes maternelles d'être référencées, d'être contrôlables. Et ça, c'est quand même un peu plus inquiétant. Mais quelle que soit la valeur de ces avancées, à un moment donné, la vraie victoire, ce sera quand même de faire reconnaître la profession comme une vraie profession, que, comme le disait Sophie, la France ne soit plus le dernier pays, un des derniers pays du monde qui place cette profession à l'extérieur du droit commun du travail. Et donc, il y a un moment donné où vraiment le rattachement au code du travail va devoir se poser comme objectif. Et je crois que c'est très intéressant que vous ayez organisé cette rencontre dans le cadre de la journée dédiée aux femmes, parce que cette inclusion dans le code de l'action sociale et des familles se comprend justement par ce dont parlait tout à l'heure Sophie, le fait qu'on ne considère pas ça véritablement comme une profession, puisque ce ne sont que des mères, ce ne sont que des femmes. Et tout ce que vous avez obtenu jusqu'à présent est formidable, mais à un moment donné, il va bien falloir basculer sur le régime général du droit du travail, évidemment avec des règles qui vont s'accommoder, des règles un peu différentes. Évidemment que sur le point fondamental de la durée du travail, le métier ne se comprend pas s'il n'excède pas la durée légale du temps de travail, puisque pour rendre service aux parents employeurs, il faut que la durée d'accueil couvre la durée de leur travail plus la durée du transport. Donc forcément, la durée de travail des assistantes maternelles sera toujours nécessairement, par nécessité, supérieure à la durée du temps de travail des parents employeurs. Mais il faut qu'il y ait des compensations, mais il faut, comme tu le disais, qu'il y ait des aménagements au niveau des rémunérations par rapport aux heures supplémentaires, par rapport aux heures au-delà de la durée normale de temps de travail. Et il faut rentrer dans le droit commun du travail. Un petit clin d'œil aussi par rapport à la crise sanitaire. On a justifié beaucoup les dérogations et les discriminations que subissent les assistantes maternelles par le fait que ce sont des femmes, des mères naturellement enclines à recevoir des enfants. On a aussi entendu parfois des justifications sur le fait que, oh oui, mais quand même, elles ont la chance de travailler chez elles. La crise sanitaire
a eu du bon, puisque maintenant le télétravail est généralisé. Est-ce qu'on aurait la possibilité de dire à tous ceux qui sont en télétravail, puisque vous travaillez en télétravail, eh ben vous allez travailler plus et gagner moins. Mais puisque vous travaillez chez vous, c'est normal. Bon, ça aussi, c'est une justification qui peut sauter. C'était juste un clin d'œil, mais voilà, encore une fois, je suis gêné en tant qu'homme et non assistant maternel de me prononcer sur les avancées, mais je crois que l'objectif, c'est quand même, d'une manière ou d'une autre, ce déclic qui fera qu'on passe vers le droit commun du travail. On n'est donc pas prêt de partir en vacances, pauvres syndicalistes que nous sommes. C'est bien noté. Merci beaucoup, Sony. On va répondre à quelques questions et commentaires. Séverine qui nous dit pourquoi le métier d'assistant maternel ne peut pas être reconnu à vie et non plus comme un agrément, et qui nous parle également de l'exercice en maison d'assistante maternelle qui pourrait répondre aux problèmes d'isolement évoqués précédemment. Sony, qu'en penses-tu? Il y a plusieurs questions dans les interrogations de Séverine. Je pense que d'une certaine manière, le métier d'assistant maternel est quand même, si ce n'est reconnu à vie, qu'est-ce que ça veut dire un métier reconnu à vie? Mais il est reconnu dans l'agrément et dans le processus, dans les exigences qui sont demandées aux assistants maternels. Il n'est pas reconnu comme une profession à part entière, mais il y a un début de reconnaissance. Quant à l'isolement, c'est vrai que beaucoup en souffrent. Après, cela dépend énormément des situations locales. Très souvent, des assistantes maternelles se retrouvent lors des sorties dans les squares, au relais des assistantes maternelles, au MAM aussi. Mais parfois, les institutions qu'elles fréquentent ne les considèrent pas forcément d'une façon satisfaisante. On a compris que certains professionnels, certains cadres de la petite enfance ont une appréciation assez dévalorisante et parfois curieusement jalouse aussi des assistantes maternelles. Il y a eu quelque chose que l'on a observé tout au long de ces années de recherche, c'est que nous avons mis en évidence à quel point elles se trouvaient dans une situation de précarité, mais de l'extérieur, aussi bien de la part des parents employeurs que de certains cadres de la petite enfance, on a tendance à tenir, parfois, pas systématiquement, mais un discours assez curieux, comme selon lequel elle serait finalement privilégiée. On fait des calculs rapidement. Ah, mais quand elles gardent 3 enfants, elles gagnent très bien leur vie. Et puis elles travaillent chez elles. Et puis elles n'ont pas de patron sur le dos. Et on est assez ahuri de temps en temps d'entendre ce discours un peu de jalousie de certaines institutions. Donc il ne faut pas que les institutions qui encadrent soient dans cette conflictualité avec les assistantes maternelles. Oui, alors on a également des commentaires de Corinne que je salue sur le fait qu'il existe un référent national de l'agrément et qu'il faut absolument s'en emparer, même si dans certains départements, il n'a pas toute la valeur qu'il devrait avoir. Merci Corinne. D'ailleurs, on va travailler sur un support écrit qui aide un petit peu les assistantes maternelles à affronter la visite domiciliaire et le passage en commission consultative, parce que c'est un moment difficile, comme je le disais. Voilà, j'espère qu'on a à peu près répondu à toutes vos questions, mais si ce n'est pas le cas, on va le faire de toute façon par écrit un peu plus tard. Moi, je voudrais vraiment remercier nos 3 intervenants, Sophie, Rachel, Sony, pour ce webinaire qu'on aurait bien prolongé, mais je sais qu'on est samedi et qu'il y en a qui ont des choses à faire. Je vais vous laisser le mot de la fin. Sony, je te laisse commencer. D'abord, un grand merci aussi à toi, Stéphane, pour avoir pris cette initiative. Je pense que ces échanges sont fondamentaux
Il faut expliciter les choses, il faut les dire. Il y a trop d'invisibilité qui repose sur du non-dit, on passe à côté, on fait comme si les choses allaient d'elles-mêmes, qu'elles étaient naturelles. C'est normal finalement, tout ça c'est normal. C'était un petit peu aussi le sens de ce que l'on a dit sur notre développement sur la domesticité. C'est le petit personnel, il n'a pas à s'exprimer, il est là. Et je pense que vraiment les syndicats ont leur rôle à jouer, le nôtre, la CGT pleinement, pour faire avancer les choses. Et je pense que, comme tu l'as dit, les choses avancent, donc on est sur la bonne voie. Donc restons optimistes. Je crois qu'il y a du bon travail à fournir en la matière, du travail vraiment constructif où chacun peut jouer son rôle et être utile. Et encore une fois, merci parce que j'ai trouvé que ces échanges extrêmement intéressants. Tant mieux et merci à toi, Sony. Sophie, alors je vais te laisser le mot de la fin et peut-être faire quelques annonces parce qu'on peut revisionner les heures d'information syndicales qui ont été réalisées par le collectif Femmes Excitées. Et en quelques mots, si tu peux nous dire les initiatives pour le 8 mars prochain pour nos auditeurs. On vous indique que le webinaire sera rediffusé sur Facebook le 8 mars, je pense, bien sûr, ou peut-être avant, on va voir ça. Je te laisse le mot de la fin, Sophie, et je te remercie également pour ta présence ce matin et surtout pour tes idées et ta prise en compte de cette profession. Alors, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Moi, je voulais surtout remercier toutes les assistantes maternelles pour leur boulot magnifique qui est déterminant pour des millions de femmes salariées parce que c'est ça qui nous permet de continuer à travailler et à conserver notre indépendance économique. Donc, merci à vous pour tout ce que vous faites. Le 8 mars, donc journée internationale de lutte pour les droits des femmes, il y a plein d'actions qui vont être organisées que vous pouvez retrouver sur le site grèveféministe.fr. À Paris, il y aura une grande manifestation qu'on a rebaptisée Marche des premières de corvée, donc qui partira à 13h de Port-Royal devant un hôpital et une maternité pour faire le lien avec justement les premières de corvée que sont d'abord les soignantes et soignants. Et puis, on va faire des étapes tout au long du parcours pour rendre hommage aux premières de corvée et on finira à République. Cette manifestation, elle sera retransmise en direct à partir de 15h40 en Facebook Live par la CGT des cadres pour permettre à tous les salariés en télétravail, aux salariés vulnérables, etc., qui ne peuvent pas se joindre au rassemblement, de participer à la mobilisation en se joignant au Facebook Live. Et puis, il y a des actions sur tout le territoire que vous pouvez retrouver sur notre site. Et moi, comme mot de la fin, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je pense que pour rentrer dans le droit commun et rentrer dans le code du travail, il faut sortir du tête-à-tête avec le particulier employeur. On disait tout à l'heure, le temps de travail sera nécessairement plus élevé que les 35 heures parce qu'il faut couvrir le temps de déplacement des parents. Oui, sauf si on rentre dans un cadre collectif. On peut tout à fait imaginer dans le cadre de maisons des assistantes maternelles que les enfants soient accueillis 4 jours par une assistante maternelle et le 5e jour par une autre, et donc qu'on fasse des équipes de 5 assistantes maternelles qui planifient comme ça et que chacune ne travaille plus que sur 4 jours, par exemple. Évidemment que si on voit l'exercice comme uniquement individuel et en tête-à-tête avec le particulier employeur, on ne peut pas aller très loin. C'est pour ça qu'il faut mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités, aller regarder ce qui se passe à l'étranger, et à l'étranger, notamment dans les pays nordiques, on est sur des services publics d'accueil de la petite enfance où les pouvoirs publics jouent tout leur rôle, et donc c'est eux qui emploient les salariés, qu'ils travaillent dans des crèches et dans des structures collectives ou à domicile, et c'est grâce à cela que le particulier ne se retrouve pas employeur, qu'on arrive à des salaires qui sont à des niveaux normaux, c'est-à-dire au moins au niveau du SMIC, qu'on arrive à un temps de travail normal, etc. Donc je pense que c'est l'objectif qu'il faut se fixer, que ça soit progressivement les pouvoirs publics qui prennent le relais et qui organisent et garantissent un exercice collectif de la profession. Et bien sûr, ça, je pense qu'il faut l'assumer et le revendiquer. Oui, ça coûte cher, mais on le vaut bien, nos enfants le valent bien, nos métiers le valent bien, nos qualifications le valent bien. Donc oui, ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que tout l'argent que le gouvernement a mis sur la table, par exemple, depuis le début de la crise sanitaire. Et pour le bien-être de notre société, on en a bien besoin.
Donc, merci beaucoup à vous et puis surtout, continuez votre travail et votre mobilisation qui est d'intérêt public parce que c'est aussi de l'accueil de nos enfants qu'il s'agit. C'est un très beau mot de la fin, voilà, et très encourageant. Merci beaucoup Sophie, Sony, Rachel. Merci à Laurence et à l'équipe des mots qui manquent pour avoir assuré le soutien logistique à cette discussion. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook CGT Asmat si vous souhaitez qu'on poursuive la discussion. Vous pouvez aussi consulter notre blog sap-cgt.social. La discussion, on la prolonge et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, très bon week-end à vous et à très bientôt.